David Sanz, président de l'association, nous présente la philosophie et le projet de l'asso pour les années à venir. Bonjour David. Salut Philippe. Merci de nous offrir cette opportunité de mieux appréhender l'association US Carcassonne et les défis et opportunités auxquels elle doit faire face. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et retracer brièvement ton parcours personnel et professionnel? Alors, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je vis à Villemoustousou. Parcours professionnel, aujourd'hui, je suis donc à mon compte, je suis responsable des agences CAFPI Carcassonne, Narbonne et Béziers, donc c'est une société de courtage en prix immobilier. Ça fait 23 ans que je suis dans les prix immobiliers, voilà, je fais court. Par rapport au parcours rugbyistique, je suis un enfant du club de Conques-Villemoustousou, principalement. J'ai joué à Montauban et puis je suis revenu à Conques-Villemoustousou. Voilà, donc j'ai arrêté ma carrière il y a déjà un petit moment de joueur et j'ai ensuite entraîné donc au sein de Conques-Villemoustousou en senior, puis à Pesens, puis sur les jeunes. Donc, mais j'étais déjà présent au niveau de l'école de rugby du bassin carcassonnais déjà à l'époque quand il y avait Limoux. Donc il y a très longtemps. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager au sein de l'association US Carcassonne? Tout simplement de pouvoir aider la formation des jeunes carcassonnais, de pouvoir être investi, puisque effectivement c'est un souhait, je suis dans l'âme éducateur et donc voilà, je suis venu au chevet au départ pour aider le bassin carcassonnais sur les catégories jeunes et puis j'ai bifurqué logiquement pour aider Alain sur l'USC, quoi. Et quelles sont les valeurs personnelles que tu veux incarner à travers cette fonction de président? Les valeurs, la première des choses, c'est bien sûr le respect de l'institution, donc de l'US Carcassonne, qui est très importante, les valeurs de solidarité et surtout les valeurs de camaraderie. Voilà, principalement. Bien sûr, de performance, puisqu'on va en parler, je pense, dans tes questions, aussi de remettre la performance au centre du projet de l'association pour les jeunes. Et donc, voilà, on va dire dans cet esprit-là, quoi. Alors, on a vu le communiqué de presse qui est sorti, qui parlait de nouvelle gouvernance. Que signifie concrètement nouvelle gouvernance? La nouvelle gouvernance, en fait, c'est simplement qu'il y a un nouveau bureau avec des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées. Aujourd'hui, l'association a besoin d'un renouveau, d'un souffle nouveau. Et puis, donc, ça s'est fait, on va dire, en toute logique par rapport aux personnes présentes voilà, au sein de l'association qui avaient besoin de changement. Est-ce que votre mode de fonctionnement sera différent de celui du bureau sortant? Alors, le bureau sortant, j'en faisais partie, donc forcément, je vais dire que oui, bien sûr, il y aura un fonctionnement qui est différent. Il y a un fonctionnement déjà qui a changé complètement avec l'école de rugby. Il y a un fonctionnement, bien sûr, aussi avec la partie professionnelle, puisque on est quand même tous dépendants du club, parce qu'on a souvent trois entités différentes. Et le but du projet aussi, c'est de créer le lien et d'avoir donc une seule entité au niveau du club pour tout le monde et surtout voilà le travail en commun, quoi. C'est le plus important, c'est le travail en commun. Alors justement, tu parles de travail en commun. Quelle place auront les administrateurs, les membres du bureau dans la définition de ce nouveau projet? Aujourd'hui, les membres du bureau et les administrateurs, je vais dire, ils ont un rôle essentiel parce que on est obligé on peut pas commander, on peut pas travailler dans une association, je dirais unilatéralement, quoi. On peut pas prendre des décisions seul. Moi aujourd'hui, les décisions, je les prends en bureau, je les prends voilà avec des conseils d'administration qui sont faits tous les 2 mois. Il y a quelque chose qui est mis en place pour voilà, on n'est pas dans un régime despotique. Alors, dans ce monde un peu particulier de l'hypercommunication, comment conjugues-tu les idées novatrices, l'apport des anciens et justement cette culture de l'hypercommunication? Alors l'hypercommunication, ça en fait partie aujourd'hui, hein, Philippe. Donc voilà, mais par rapport aux anciens, il faut savoir qu'on a demandé justement pour recréer le lien
ou plus de liens encore. Donc il y a l'amicale des anciens qui était présente, mais qui aujourd'hui on s'appuie sur eux, notamment sur des parties un petit peu sportives ou sur des parties organisation, donc où ils vont nous aider. Donc c'est important, et c'est bon. Après la nouvelle communication qui passe à travers les réseaux sociaux, je pense que sur les anciens, eux, on marche toujours sur la communication mail ou SMS et réunion, mais les nouvelles, on fonctionne avec toutes les générations, et voilà, donc on s'adapte aux personnes qu'on a en face. Que signifie concrètement pour toi aller vers une gestion plus professionnelle qui était indiquée dans le communiqué de presse? La gestion plus professionnelle, en fait, c'est un peu plus de contrôle de la part de nous qui sommes des dirigeants, qui avons un devoir vis-à-vis des parents, vis-à-vis, on nous confie des enfants. Alors oui, le projet du club, c'est plus d'avoir des enfants de Strasbourg, de Lille, qui viennent déraciner à Carcassonne. Ça, il faut être très clair. Donc on a des Espagnols parce que on a des clubs partenaires en Espagne, et donc il y a des choses qui sont initiées, donc on ne peut pas les couper non plus. Mais aujourd'hui, on a ce devoir de proposer le double projet aux garçons. C'était déjà fait, attention, mais de plus pousser sur le suivi, parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Aujourd'hui, tous ne vont pas devenir professionnels, il faut en être conscient. C'est peut-être le mal aujourd'hui du projet Mbappé au foot, mais on a un peu le projet Dupont au rugby. Les parents pensent qu'ils ont tous Antoine Dupont. Donc il faut s'assurer que les garçons et les filles se retrouvent pas sans rien à la sortie de notre formation, quoi. Voilà. Si tu devais résumer la vision pour l'association en une seule phrase, quelle serait-elle? Je vais dire défendre notre cité. Quelle est ta vision à moyen et long terme pour l'association US Carcassonne? Alors à moyen terme, aujourd'hui, il y a des élections municipales donc qui vont arriver, donc une élection, donc peut-être un nouveau maire, etc. Donc ce qui est important pour nous, c'est les structures. Aujourd'hui, je te reçois dans un centre de formation qui est vieillissant, où pas trop de travaux sont faits. Effectivement, quand on reçoit les familles, on essaye de recevoir les familles plutôt à l'espace USC, mais qui n'est pas non plus gage de sécurité en termes de propositions, on va dire, sur un club professionnel. Donc c'est vrai que sur du moyen terme, et on va dire qu'il faudrait qu'on ait un centre de formation un peu plus rénové. Et ensuite, sur du long terme, il faut qu'on ait des terrains, et notamment au moins un terrain synthétique au niveau du club, au niveau de l'asso, et je pense aussi les pros en ont besoin, et pas un demi-terrain synthétique, puisqu'il faut qu'on puisse accueillir des rencontres, puisque aujourd'hui on a vu qu'avec les intempéries, les gamins n'ont pas pu jouer pendant quasiment un mois. Ça pose un problème de jeu pour eux, puisque la base du rugby c'est quand même un jeu, et je pense qu'il faudra qu'on ait des structures plus importantes, avec aussi peut-être toujours pareil, on va dire à moyen long terme, aussi peut-être un centre de formation qui puisse recevoir et accueillir les joueurs sur les soirées, la nuit, et avoir un dortoir pour aussi les proposer sur des gamins s'ils viennent de Toulouse, et le week-end, tous les parents ne viennent pas des fois, et donc sur les week-ends de pouvoir les garder avec nous, et puis après sur les jours où ils jouent pas, sur les week-ends où ils jouent pas, qu'ils rentrent chez eux, mais de proposer aussi c'est important qu'on ait des structures. Voilà, c'est le plus important aujourd'hui pour un club professionnel, puisque la partie pro, donc ça parle dans l'intitulé, déjà c'est professionnel, mais aujourd'hui il y a un centre de formation, il y a un pré-centre de formation. Par rapport à d'autres clubs, on est obligé de proposer, d'être force de proposition, et aujourd'hui on ne l'est pas forcément par rapport à d'autres clubs. Donc oui, il faut qu'on travaille avec les élus, je pense, pour qu'on puisse avancer, et ça c'est le projet qu'il faudrait mener, que je vais mener le plus, et ne rien lâcher, quoi. Voilà. Comment définirais-tu le rôle de l'association dans l'écosystème global du club, aux côtés de la SASP et de l'école de rugby?
Ouais, je t'en parlais en préambule, mais l'association, et c'est vrai entre les deux, mais en fait l'école de rugby fait partie normalement de l'association, donc déjà on ne devrait pas la dissocier. Donc c'est en cours, hein, voilà, on est en train de faire tout pour que l'association redevienne association dans sa globalité. Donc il devrait plus y avoir déjà 3 strates au niveau du club, donc notamment par rapport au calendrier, par rapport à des événements, ça sera l'événement de l'association, le tournoi des remparts, par exemple, le challenge des remparts, c'est le challenge de l'école de rugby, ça sera aussi le challenge de l'association. Voilà, donc on essaie de mutualiser tout ce qu'on peut. Voilà, on a les bénévoles ont facilité ça aussi. Donc côté école de rugby EDR, il n'y a pas trop de problématiques à avoir puisqu'on a réussi déjà à travailler ensemble sur beaucoup de points, on a avancé. Et puis vis-à-vis des pros, mais là c'est 2 structures qui sont un peu différentes, mais avec lesquelles on travaille sur le centre de formation en commun, puisque il y a des joueurs au centre de formation qui jouent des fois avec les espoirs, mais qui jouent aussi avec les pros. Donc aujourd'hui, l'association sait où elle veut aller et elle va être accompagnée par la cellule professionnelle. Donc j'ai toutes les garanties qui me font penser qu'on va pouvoir bosser très bien ensemble. Alors justement, quelle est la place de l'association dans la stratégie globale du club à 10 ans ? 10 ans, alors je ne sais même pas ce que je ferai dans 3 ans, même dans 2 jours, donc non, trêve de plaisanterie. L'asso, il faudra qu'elle soit forte, mais encore une fois, quand on parlait tout à l'heure de structure, elle ne peut être forte que si elle a un patrimoine. Aujourd'hui, l'asso n'a pas de patrimoine, donc voilà, c'est important. Après, oui, dans 10 ans, j'espère qu'on aura 1, 2, 3 joueurs qui joueront un minima dans le top 14 et que notre équipe professionnelle sera toujours donc au niveau Pro D2 et surtout que l'association pourra abonder des jeunes sur cette équipe-là, puisque le but étant d'essayer d'avoir un maximum de joueurs formés au club pour qu'ils montent dans le squad de l'équipe professionnelle. C'est le projet Un jeune et noir qui a été fait par Bernard, qui est porté aussi par le président actuel de Nomestre et qui est porté aussi de facto par l'association. Donc dans 10 ans, on aimerait avoir plein de Clément Noumeng, plein de Kenji Bayer, plein de Fabien Lorenzon, de Romain Guyot qui composent l'équipe première et qu'on soit au plus haut niveau et que s'il y en a qui sont encore meilleurs, qui montent dans les clubs de top 14 comme a fait Clément et pourquoi pas autre chose. Mais il faut une association qui soit forte et reconnue aussi. Voilà, parce que c'est vrai que des fois elle est décriée et aujourd'hui on veut redorer le blason. Voilà. Comment imagines-tu l'association dans 5 ans sur le plan sportif, humain et surtout organisationnel ? Alors sur le plan sportif, on espère que toutes nos catégories joueront au plus haut niveau. Ça c'est le souhait, c'est le vœu, parce que si on ne joue pas au plus haut niveau, notamment dans les catégories jeunes, c'est difficile aussi d'attirer les meilleurs joueurs du pourtour, donc je reviens sur ça aussi quand j'en parlais tout à l'heure. Le but c'est qu'on ait des limites géographiques, à part que bien sûr un joueur soit un ovni et qu'il souhaite jouer chez nous parce qu'il a des attachements avec Carcassonne, on le prendra peu importe d'où il est. Mais aujourd'hui, je vais dire qu'on trace une barre de roche jusqu'à Valence-au-Roman et voilà, on ne va pas aller ni plus haut, ni plus vers l'est, mais voilà, on essaie d'avoir un rayon à 2h, 2h30, 3h, mais vraiment un grand maximum par rapport aux joueurs qu'on peut recruter sur le plan sportif, notamment toujours pareil vis-à-vis des catégories jeunes, c'est aussi que l'école de rugby nous permette d'avoir des jeunes qui montent, du cru et des clubs du bassin élargis carcassonnais, puisqu'il y a le bassin chorien, le bassin de la Haute-Vallée et le bassin carcassonnais. Donc il y a des très beaux joueurs dans ces bassins-là et c'est vrai qu'il faut les amener à progresser pour pouvoir aussi composer l'équipe de Carcassonne et qu'ils n'aillent pas ni vers l'est très proche de la mer, puisqu'il y a Béziers, Narbonne et Perpignan qui sont assez... et Montpellier, j'ai oublié Montpellier, et puis vers Castres aussi, puisqu'on a beaucoup de joueurs qui vont vers Castres, mais ça on ne pourra pas l'empêcher, mais voilà, déjà ça sur le plan sportif. Après tu m'as parlé
humain et organisationnel. Humain, il faudra qu'on ait des bénévoles, mais aujourd'hui, le nerf de la guerre des associations, c'est les bénévoles. Depuis le Covid, les gens ont vu que le week-end, ils sont bien avec madame ou avec monsieur à la maison et qui peuvent faire des nouvelles actions ou des nouvelles choses sans forcément penser à l'associatif. Donc oui, l'humain va compter énormément pour développer aussi, si on a besoin d'avoir des familles d'accueil tant qu'on n'a pas de structure, c'est important, bien qu'on ait des partenariats avec des établissements, on en reparlera après. Mais voilà, donc sur le plan humain, oui, il faut qu'on ait plus de bénévoles sur l'association, mais comme on a mutualisé l'école de rugby et l'association, alors ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui sont sollicités, hein, voilà. Mais très sincèrement, voilà, il faut qu'on ait un peu plus de monde qui viennent nous aider, notamment sur les matchs des catégories jeunes le samedi, pour qu'on ait un peu plus de tranquillité, et puis ça sera bien. Donc côté humain, sincèrement, je pense que le nouveau souffle de l'association fera qu'on aura plus de personnes. Et qu'est-ce que tu veux préserver absolument de l'ADN historique de l'association en dépit de toutes ces évolutions? L'ADN de l'association, c'est la base du club, puisque avant qu'il y ait la professionnalisation, avant qu'il y ait la CSP qui soit créée lors des montées au niveau professionnel, c'était le club tout simplement qui jouait jusqu'à la fédérale 1 à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de national. L'ADN du club, c'est les couleurs jaune et noir, c'est tout ce qui est, on va dire, à la casse 13, je dirais, défendre la cité, défendre les couleurs du club, défendre les valeurs que véhicule le club. Et l'association, voilà, on est sur ça, on ne pourra pas faire autre chose, puisque c'est pas nous qui allons recruter les joueurs professionnels. Donc voilà, on est sur la formation pure. Voilà. Dans la formation, tu as parlé de performance. Est-ce que ce mot performance marque une inflexion dans la philosophie de l'association? Non, parce qu'elle y était déjà. Elle y était déjà, simplement, comme je disais avant, c'est qu'on va avoir un peu plus de contrôle, un peu plus on va vraiment ne rien lâcher. Voilà. Et comment on définit la performance dans le cadre associatif? Est-ce que c'est avec des indicateurs ou comment ça se fait? Avec des indicateurs, pas forcément, mais aujourd'hui, la performance, alors en premier lieu, c'est le nombre de licenciés, c'est les résultats, et c'est aussi le nombre de personnes qui participent à ces résultats. Voilà. Et comment on équilibre la recherche de performance, qui est devenue une nécessité de plus en plus importante, comme on le disait tout à l'heure, avec la dimension éducative? Sur cette question-là, aujourd'hui, on a la question éducative. Tous les entraîneurs ont des brevets, ont des diplômes d'État. Donc c'est important, puisque sans ça, on peut pas être entraîneur d'une catégorie. Et c'est vrai que plus on aura de gens au club qui seront diplômés, notamment aussi dans les petites catégories, et plus on aura de performances dans les autres catégories. Ça fait partie de la professionnalisation. Et quels sont les principaux défis auxquels l'association doit faire face aujourd'hui? Le premier défi, c'est le nerf de la guerre pour toutes les associations, je pense, c'est l'argent. Ça, c'est indéniable. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi les structures. Voilà, tout simplement. C'est les deux points aujourd'hui sur lesquels on doit être sur le qui-vive en permanence. Cette transition peut-elle renforcer l'attractivité du club pour les jeunes joueurs et les familles? J'ai anticipé en fait tes questions. Donc oui, aujourd'hui le projet, on revient sur le double projet. Il y a le projet entre guillemets rugbystique, sportif, mais il y a le projet aussi personnel et donc scolaire. Et à travers ça, ça passe aussi par le fait de pouvoir bien accueillir
les joueurs en faisant le double projet. Donc effectivement l'accueil des joueurs se fait aujourd'hui à travers les lycées partenaires, hein, puisque donc ils sont dans les dortoirs la semaine. Il faut savoir aussi qu'on a donc un partenariat avec l'établissement de la Mourelle qui peut accueillir donc les joueurs les week-ends pour un tarif quand même assez préférentiel. Donc voilà, on a cette convention aussi avec la Mourelle qui peut sécuriser les parents et se dire qu'ils sont dans des locaux voilà, tout à fait appropriés. Et puis après, sur ceux qui sont majeurs, ils ont souvent quand même, ils ont déjà leur appartement, donc par rapport à l'hébergement, ça s'est géré. Voilà, par rapport à l'accueil des familles et tout ça, on essaye de les sécuriser. Alors, le rugby est connu pour être un sport où la tradition et le passé ont un poids certain. Comment on accompagne le changement culturel que cela implique au niveau de l'association pour notamment rassurer les craintes que peuvent avoir les bénévoles, les éducateurs, les anciens par rapport au fonctionnement de l'asso, etc. Eh bien, justement, c'est vrai que il y a un peu moins de crainte à l'heure actuelle. Il faut savoir que sur ce qui est prévu, je spoil un peu la journée qui va arriver de la réception des espoirs donc qui jouent contre Chambéry dans quelques temps, où le repas d'avant-match va être fait avec des anciens pour qu'il y ait un mélange des cultures et surtout des générations. Donc ils remettront les maillots à l'issue du match. Donc les anciens remettront les maillots aux jeunes. Alors je parle d'anciens, je ne parle pas de Joël Kofi et de Emmanuel Etienne. Donc Emmanuel Etienne en plus fait partie du staff, mais voilà, on ne va pas dire des joueurs qui ont joué dans les années entre 2000 et 2020, mais plutôt des joueurs qui ont joué aux heures passées du club, donc dans les années entre 80 et 90, parce que c'est important que ces gens-là qui ont l'ADN du club le véhiculent aux joueurs. C'est vrai qu'on le fait tardivement dans la saison, on essaiera de le refaire sur toutes les équipes de l'association, y compris les féminines. Même si on n'avait pas d'équipe féminine à l'époque, ce sera les anciens qui feront la même chose. Et donc c'est vrai que c'est important aussi de transmettre l'ADN du club, ça en fait partie, et toujours pareil de créer le lien intergénérationnel. Quels sont les risques et les opportunités, ou les défis et les opportunités dans cette phase de transition? Le défi, c'est économique, voilà, clairement. Et les opportunités, c'est le travail en commun qui va être mis en place et qui est mis en place déjà. Est-ce que tu peux expliquer aux web spectateurs, on dit de nos jours, pourquoi la formation est un enjeu central dans l'avenir d'un club? Premièrement, parce que c'est important qu'un club forme des joueurs. Ça, c'est la première des choses. C'est important puisque aujourd'hui, il y a des indemnités de formation qui deviennent colossales. Donc, il faut savoir que si on va chercher un petit dans une régionale 1 ou régionale 2, mais qui a fait des sélections, il peut nous coûter très cher. Et pourquoi prendre quelqu'un qui joue en régionale 1 à 700 km, alors qu'on en a peut-être un qui a été formé dans le bassin ouest audois et qu'on pourra faire évoluer. Donc la formation, elle est hyper importante parce que, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on ait un maximum de joueurs pour l'équipe première qui soient issus du cru, parce qu'ils véhiculeront l'ADN du club. Donc avec les nouvelles générations, c'est difficile, Philippe, d'avoir on n'est justement pas sur des générations comme les joueurs de Pro D2 qui sont arrivés, par exemple, à l'année de Montauban, où c'était des joueurs de club. Il y en a de moins en moins, hein, ce sont leur travail et on le comprend. Hein. Donc plus on aura de joueurs qui sont issus du club, et plus ça sera facile aussi, voilà, sur l'avenir du club sera pérennisé, entre guillemets. Selon toi, quelle est la spécificité de la formation à Carcassonne? La spécificité de la formation à Carcassonne, c'est qu'on est des chats. On rebondit, on essaie de rebondir parce qu'on est pillé par tous les clubs. Donc nous aussi, entre guillemets, on essaye de travailler en bonne intelligence pour pas
aller récupérer cette gamine dans un club du coin, c'est pas le but. Mais on est des chats, quoi. On essaie de rebondir pour que les équipes ne soient pas affaiblies. Et c'est vrai que sur ça, on est quand même attaqué de toutes parts. Puis les parents ne nous rendent pas service non plus, puisqu'ils vont amener leur enfant à droite à gauche dans les clubs. Et puis bon, il suffit qu'ils aient un gabarit, même s'ils ne sont pas spécialement très développés encore rugbystiquement. Mais les clubs ils voient aujourd'hui que les gabarits, et puis après le reste ils verront, quoi. Donc il y a beaucoup de déperditions derrière sur ça, et c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, puisque je vais prendre un exemple très concret. Sur les 2009 que je connais parfaitement, on a un joueur qui n'a pas fait qui n'a pas passé le gap en cadet sur le Stade Toulousain. Il est venu une saison avec nous, il a évolué au plus haut niveau, il a très sincèrement franchi le cap avec nous, puisqu'il a eu du temps de jeu. L'année d'après, le Stade Toulousain l'a rappelé, puisqu'il y a eu le suivi qui a été fait, et ce petit a signé au centre de formation. C'est une des réussites, et c'est aussi le discours que certains parents n'entendent pas, que des fois il vaut mieux rester à Carcassonne et avoir du temps de jeu, parce que si l'enfant progresse et s'il est bon, les clubs viendront le chercher. Voilà. D'amener son enfant à une détection, franchement, c'est nous, quand on fait des détections Carcassonne, on n'est pas staffé pour aller aujourd'hui chercher les joueurs, faire du scouting comme il peut être fait par les gros clubs. On a justement les anciens qui se sont proposés d'aller voir des matchs, donc on a mis en place, ça y est, c'est fait également, donc depuis début février, qui vont sur les matchs de sélection, qui vont sur des matchs de national, sur les jeunes, pour voir certains joueurs, mais toujours pareil dans le circuit court, hein. On ne s'en va pas à Bordeaux, etc. Et voilà, mais oui, aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est vraiment le non-attachement de certains parents qui pensent qu'ils iront ailleurs, ils seront meilleurs et ils vont franchir le cap. Voilà, donc c'est surtout ça. Dans le rôle de l'association, comment on arrive à concilier l'exigence sportive, la réussite scolaire et l'épanouissement personnel des jeunes joueurs? Aujourd'hui, la priorité reste le parcours scolaire. Qu'on le veuille ou non, je suis papa de joueur. Moi, le plus important, c'est que mon fils il réussisse sa vie professionnelle. S'il réussit son parcours sportif, c'est très bien. Ce qui est mis en place aussi, c'est qu'on a un sport-études à Jules-le-Fil qui est mis en place. Donc on a cette particularité d'avoir un sport-études qui va permettre aux jeunes d'allier encore plus les études et du rugby. Il faut savoir qu'on a un établissement partenaire aussi, Charlemagne, qui a une section sportive en partenariat donc avec l'USC. Et puis sur le Bastion, on a aussi une section sportive donc dès l'entrée en 6e. Donc c'est au Collège Le Bastion, c'est en partenariat avec les clubs du bassin et notamment porté en pilotage par l'US Carcassonne, puisque c'est Pierre Guillaume qui fait les séances. Et donc non, le projet aujourd'hui sportif est lié intimement à la réussite du parcours scolaire pour moi, mais c'est aussi, je dis pour moi, mais quand je dis pour moi, c'est pour le club, l'association et les membres qui constituent le conseil d'administration. Et après, l'épanouissement personnel, je vais dire que les échecs font partie aussi de la vie. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas pris un week-end que le week-end après on n'est pas pris. Donc on apprend toujours. Voilà. Donc l'épanouissement, il vient aussi des fois dans des échecs, puisque il faut aussi qu'il s'émancipe seul. Et c'est vrai que voilà. Donc, mais généralement, quand on est bien à l'école, on est bien au sport, et derrière on est bien dans sa vie, quoi. Alors, comment on peut, tu parlais de la difficulté quelquefois avec les parents ou des situations de vie, de garder, de maintenir les joueurs. Comment tu peux renforcer le lien entre l'école de rugby, les catégories jeunes et l'équipe professionnelle pour peut-être réduire justement cette déperdition? Sur ça, je dirais, avec un peu plus de présence des joueurs
après, bon, encore une fois, ce sont des salariés. On ne peut pas imposer à des salariés joueurs de venir les week-ends quand ils sont en repos sur les catégories jeunes. Mais il y a déjà des joueurs qui sont éducateurs au club, qui participent aux séances d'entraînement de l'école de rugby. J'ai aussi sur les cadets aussi des entraîneurs qui participent et qui sont des joueurs de l'équipe première. Donc voilà, il y a Ferdinand Reynaud, il y a Gabin Miché qui sont présents, Gaëtan Pichon donne des fois des coups de main. Donc on a aussi, voilà, il y a sur les petites catégories, ils viennent, et sur les catégories jeunes, on avait Romain Guyot aussi qui intervenait sur la touche. Donc sur les jeunes aussi, mais ça, voilà, c'est encore une fois une question de transmission, et c'est le souhait du club d'avancer dans ce sens-là, quoi. Et quels axes de progrès est-ce que tu as identifiés dans la filière de formation? Ben, les axes de progrès, c'est principalement de fixer des gens. Parce qu'aujourd'hui au club, on a beaucoup de turnover, beaucoup de gens qui viennent, qui repartent. On a des contrats d'apprentissage, on fait passer des DE, les gens on ne les garde pas, et ça c'est pas possible. Aujourd'hui on prend des gens pour qu'ils acquièrent des compétences et on ne les garde pas derrière. C'est impossible de faire comme ça. Donc c'est vrai de un peu plus fixer les gens à des postes clés. Il y a le coordinateur des U14 qui est un poste clé pour moi au club. Ça avait été très bien fait pendant des années. On avait quelqu'un qui restait quand même 6 à 7 ans, qui ensuite a évolué. Mais c'est un poste par exemple qui est charnière pour le club, puisqu'il est en relation aussi avec les clubs autour, puisque c'est à ce moment-là que sur les U14, il y a le Super Challenge qu'on a le bonheur de pouvoir jouer, qui est le meilleur niveau en France au niveau des U14. Et c'est vrai que ce Super Challenge nous permet d'attirer les joueurs du coin, je le rappelle encore une fois, donc de Castel, de Quillan, qui peuvent venir se rajouter à notre effectif. Et donc c'est vrai que c'est une année charnière pour nous, les U14. Et après l'année cadet qui est encore pire, puisque là ils découvrent vraiment les compétitions avec un classement définitif toutes les semaines, et où à tout moment voilà, c'est l'apprentissage du haut niveau, quoi. Voilà. Mais dès les U14 déjà ils sont dans le bain avec les tournois Super Challenge, mais après quand c'est du récurrent chaque semaine, c'est différent. Alors, en t'écoutant parler, on découvre beaucoup de choses. Comment mieux mettre en valeur vos actions et vos projets? Plus de com. Je pense qu'aujourd'hui, on en fait beaucoup, hein, Philippe, de la com. Mais alors moi, je suis réseaux sociaux, puisque je ne peux pas faire autrement. Hein. Mais c'est vrai que on essaye, puisqu'il y a des actions qui sont faites au niveau sociétal, qui sont mises en avant. Il y a des actions. Bon voilà, quand on fait les restos du cœur, on a quand même quelqu'un aujourd'hui au sein de la cellule pro qui est fantastique, et on a aussi quelqu'un, donc ils sont plusieurs sur la com, mais on a aussi quelqu'un au niveau de l'asso qui fait de la com, et c'est vrai qu'on essaye de faire un maximum de communication. Voilà, c'est la com qui va définir ça. Alors, on a parlé de la professionnalisation de l'encadrement, etc. Tu as parlé des éducateurs diplômés, etc. Où en est aujourd'hui la professionnalisation de l'encadrement dans le rugby associatif? Alors, dans le rugby associatif de clubs amateurs, je dirais il y en a quand même besoin, puisque c'est toujours mieux d'avoir des gens diplômés quand même pour entraîner, notamment sur les catégories régionales. Mais de l'autre côté, on est obligé d'avoir des gens diplômés et d'avoir des gens qui ont des DE ou des DES dans nos catégories. C'est le cas pour toutes les catégories à l'heure actuelle. Donc on s'est structuré pour. C'est obligatoire de par le niveau où nous jouons. Et c'est obligatoire pour moi aussi pour avoir des gens performants qui encadrent les jeunes. Alors, tu parlais des anciens qui sont des joueurs. Est-ce qu'il y en a qui sont venus frapper à ta porte? Comment les anciens, qu'ils soient joueurs, encadrants, etc.,
peuvent te contacter? Est-ce qu'ils doivent passer par l'association des anciens joueurs ou pas nécessairement? Non, ils peuvent. Alors, les anciens, l'amicale des anciens m'a sollicité, bien entendu. Le rapport avec l'amicale des anciens est très très bon. Mais, voilà, en témoigne le fait qu'on travaille sur des projets communs, le fait que on les invite notamment par rapport à des repas d'avant-match avec les jeunes pour justement cette transmission de l'ADN du club. Et non, ils peuvent nous contacter directement, il n'y a pas de souci. Ils peuvent passer par d'autres anciens. Et donc voilà, il y a Jean-François Albiac aussi qui a mes coordonnées. Donc si vraiment, il y a beaucoup quand même d'anciens qui ont mes coordonnées. Alors les plus anciens, je pense par exemple à Joe Fouquier, il n'a pas mes coordonnées, mais il sait qui je suis, il sait s'il doit me voir, il le sait. Donc voilà, mais oui, ma porte est grande ouverte justement par rapport à ça et le projet du club, quoi. Comment on peut accompagner les éducateurs bénévoles dans cette évolution? Aujourd'hui, on a la possibilité de les faire évoluer avec les diplômes sur les formations qui sont dispensées par la Ligue et les CTC. Et donc nous, on invite bien sûr tous les éducateurs à passer ces diplômes pour avoir un maximum d'encadrants qui soient diplômés, puisque c'est le souhait du club. Est-ce qu'il y aura un directeur sportif ou l'équivalent d'un directeur sportif clairement identifié côté association comme le font d'autres clubs? Alors, aujourd'hui, le directeur sportif, j'en fais un peu office parce que voilà, on est sur une année charnière. Après, aujourd'hui, Philippe, avoir un poste supplémentaire de directeur sportif, on l'a déjà, puisque normalement le responsable sportif du centre de formation fait office quand même de un peu responsable sportif, je dirais. Mais c'est aujourd'hui, encore une fois, on va en parler de choses qui fâchent, mais l'aspect financier en fait partie, et effectivement on ne peut pas pour l'instant aujourd'hui se permettre de rajouter des postes sur l'assaut. Et quelle place accordes-tu à la structuration administrative et à la professionnalisation des process dans la gestion d'une association? Tu tapes en plein dedans. Je pense qu'aujourd'hui il faut des process, il faut du contrôle. Et ça, c'est principalement le but de notre projet, d'avoir des process bien établis et surtout de contrôler tout ce qui est fait pour avoir plus de transparence et pour avancer plus facilement et sereinement. Alors, on va parler un peu du pôle performance, centre de formation, et selon les clubs, ça change de nom pour parler à peu près de la même chose. Tous ces centres de formation. Dans le contexte actuel du rugby français, peut-on ambitionner de former et de conserver des talents sans disposer d'un véritable centre de performance et de développement structuré? La réponse, tu la connais, je l'ai déjà un peu annoncé dans les questions précédentes, bien sûr que non. On est obligé d'avoir des structures pour pouvoir avancer et avoir un centre de formation fort pour pouvoir avancer dans l'évolution des joueurs professionnels. Quel est le rôle ou l'importance du centre de formation pour construire une identité de jeu et un projet sportif cohérent à long terme? Le centre de formation, il permet aux jeunes joueurs de s'entraîner, d'avoir les mêmes codifications que l'équipe professionnelle. Donc d'avoir l'ADN de ce que propose l'équipe professionnelle. Mais le projet de jeu global, donc en jaune et noir, est véhiculé sur toutes les catégories. Donc le centre de formation, effectivement, lui, il est là pour faire performer et améliorer individuellement, et pas collectivement, c'est la différence, les jeunes joueurs qui signent au centre de formation. Aujourd'hui, le développement du joueur, il est individuel sur le centre de formation. Dans un environnement budgétaire contraint, un centre de formation à la pointe du progrès n'est-il pas aussi un levier économique stratégique dans le bassin où l'association agit? Je vais te répondre oui, tout simplement. Est-ce que le centre de formation et de développement ne devient pas un outil d'ancrage territorial? Oui, mais l'ancrage territorial, il est aussi fait pas que sur le centre de formation. Il y a le pré-centre également, puisqu'on bénéficie d'un pré-centre où des joueurs font du travail individuel, ont un suivi scolaire
fait par le club, donc qui est en relation avec les établissements pour justement savoir si le jeune se comporte bien ou pas scolairement. Donc c'est l'apprentissage du haut niveau et l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, c'est l'entité du club dans sa généralité, c'est pas que le centre de formation. Donc l'ancrage territorial, de facto, il fait que c'est la politique générale de l'association et du club qui va pouvoir le pérenniser et le développer. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un bassin relativement élargi par rapport à Carcassonne, mais pas trop. Oui. On a des exemples comme Aurillac, où, en plus de ce bassin géographique, ils arrivent à aller capter des jeunes talents dans des pays émergents du rugby, comme les Pays-Bas, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, par opportunité ou autre chose, d'avoir des détections dans ces pays-là pour attirer des talents et pouvoir aider aussi de ce fait les équipes nationales de ces pays-là à monter leur niveau? Alors on a eu il y a quelque temps des étrangers, notamment des Pays-Bas. On a eu des internationaux belges et des internationaux donc des Pays-Bas. On a dans l'équipe de Kravos un international belge. Ce sont des opportunités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'allons pas les solliciter. Nous ne pouvons pas matériellement aller mettre en place des détections dans ces pays-là. Ce serait utopique que de te dire on va le faire, c'est pas vrai. Ce sont plus eux qui nous sollicitent et en fonction des profils, on prend ou on ne prend pas. Mais comme je te disais tout à l'heure, à équivalence de compétences, on ne déracinera pas un Belge pour un petit de Locata. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, où en est le projet de centre de formation et peut-on fixer un objectif relativement clair pour sa mise en œuvre? Aujourd'hui, le projet de centre de formation va dépendre de la municipalité, du projet global du club. Il y a des choses qui ont été proposées. Bon, on est en pleine dans les élections, donc tu comprendras, Philippe, que je viens de voir de réserve là-dessus, mais on espère, oui, qu'on va être accompagné, pour qu'on puisse vraiment avoir un centre de formation digne de ce nom. Alors maintenant, on va parler de ce qui fâche, le nerf de la guerre, l'argent. Dans les grandes lignes, comment se structure le budget de l'association? Le budget de l'association, il est structuré par rapport à plusieurs apports. Je ne sais pas si je dois faire la liaison, mais plusieurs rapports. Il y a l'apport de tout ce qui est sponsoring, mécénat. Il y a les subventions, bien sûr, également. Et puis après, on a ces trois canaux-là qui constituent le budget principalement, puisque après on a aussi certaines opérations qu'on fait ponctuellement, comme des lotos, la feria où on participe, qui font rentrer de l'argent. On essaye et on va faire de plus en plus d'événements donc comme on a fait la Saint-Patrick avec le Crunch récemment, en diffusant à la structure réceptive donc le match. Il y a on va essayer de faire un peu plus d'événementiel qui sera lié au budget pour pouvoir le faire grossir. Sans entrer dans le détail des chiffres, quels sont les grands équilibres budgétaires et les coûts principaux auxquels fait face une association? Le coût principal, on va en revenir, c'est les salaires et bien entendu les charges qui sont liées. Et après le transport, principalement le transport, puisque faire manger des joueurs avant un match, c'est pas trop contraignant. Faire des réceptions, c'est la base de notre sport. C'est dans l'ADN, et c'est pas ce qui coûte le plus. Mais ce qui coûte le plus, c'est aujourd'hui les déplacements. Voilà. Et justement, dans cette phase de professionnalisation accentuée de la gestion, est-ce que ça implique une évolution significative des besoins financiers de l'association? Oui, totalement. Oui. Et donc, comment tu arrives à essayer de garantir l'équilibre budgétaire durable dans ce contexte? Il faudrait qu'il y ait le trésorier avec moi pour en parler, mais c'est difficile. Il faut se parler franchement, c'est difficile. Je pense que
Aujourd'hui, le monde associatif souffre beaucoup du manque de bénévoles, mais aussi les les entreprises ont réduit la voilure, c'est normal. Donc il y a plus la surconsommation, il y a plus donc bien sûr qu'aller taper 10 fois une porte de l'entrepreneur pour qu'il donne de l'argent, mais oui, ça devient c'est compliqué. Donc effectivement, c'est la question qui tue, quoi. Pour toi, quels sont les investissements prioritaires de l'association pour les saisons à venir? Je me répète encore hein, sur ça, mais c'est vraiment que là où nous t'accueillons aujourd'hui, le centre de formation, soit rénové, puisqu'on est dans la salle de classe aujourd'hui de notre centre de formation. Donc on l'a bien nettoyé, on l'a bien adapté. Mais c'est vrai que bon, ces locaux-là sont peut-être pas plus du tout adaptés au haut niveau. Et oui, c'est d'avoir une structure pour pouvoir avoir un accueil des familles, un accueil des joueurs et des clubs partenaires. Parce qu'aujourd'hui, on a des clubs partenaires qui sont au plus bas niveau, mais on travaille aussi avec, même s'ils viennent nous piller, entre guillemets, on travaille aussi en bonne intelligence avec des clubs pro. Donc quand on reçoit des clubs pro avec des fois on reçoit les clubs professionnels chez nous, quoi. Voilà, donc c'est vrai que je dirais que le plus important c'est ce centre de formation en rénovation, on va dire, ou en création avec le partage des richesses avec un projet global du club. Donc mais ça c'est beaucoup plus cher. Et après bien sûr un terrain synthétique, quoi. Ouais. Alors, peut-être l'avant-dernière question sur l'argent. Est-ce que est-ce que tu as déjà commencé à discuter ou est-ce que les relations avec la SASP évolueront sur le plan financier? Sur le plan financier, il n'y a jamais eu d'ambiguïté depuis le nouveau bureau sur le soutien de la SASP. Et où est-ce que se situe l'association US Carcassonne sur le plan budgétaire par rapport au pôle performance de la division? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en as une idée? Alors, très sincèrement, je pense qu'on est, on n'est pas les parents pauvres, mais on se situe dans les plus bas quand même. Quel message souhaites-tu adresser aux éducateurs, aux bénévoles, aux parents et aux licenciés? Le message principal, c'est qu'il faut continuer d'aimer l'US Carcassonne. Il faut continuer de venir voir pour les encadrants de rien lâcher. Pour les parents, de continuer à soutenir les encadrants et les équipes et ne pas faire l'inverse. Je dirais que pour tous les autres, c'est de venir voir encore une fois les catégories jeunes jouer à Grasailles le samedi. Les encourager et pour les filles à Montredon. Et donc voilà, c'est venir soutenir le club dans sa globalité au niveau de l'asso et ne faire qu'un avec la partie professionnelle. Alors qu'est-ce que tu attends d'eux pour réussir collectivement cette étape de l'histoire de l'association? Je pense que ça va être le lien et l'ambiance qui feront la différence. De quoi l'association a-t-elle le plus besoin aujourd'hui pour réussir la transition? Alors, si j'écoutais le trésorier, il nous demanderait de la monnaie. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients qui sont déjà en place. Donc, je sais qu'on va réussir. Et est-ce que tu as un message à faire passer au grand public? Non, je l'ai déjà fait passer en disant de venir voir les catégories jeunes jouer. Merci beaucoup.